bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule. En fait, c'est l'édition du 3 octobre, mercredi 3 octobre, oui. Déjà le 3, hein? Oui, Jean-Claude, quand même. Je suis resté accroché sur l'élection. Oui, c'est ça. Nous voici, Jean-Claude Pomerleau et moi, pour vous parler un petit peu des lendemains électoraux. On a une longue liste de sujets sur l'actualité internationale à couvrir avec vous. Et puis, quelques petits sujets sur l'actualité internationale. Donc, on fera une petite pause en cours de route. Et on est très heureux de vous retrouver. Très heureux de te retrouver, Jean-Claude, toi, après quelques semaines d'absence. Mais là. Heureux. C'est pas tout le monde qui est heureux, là. Si tu savais à quel point, à l'heure actuelle, en fait, c'est un soulagement. Non, mais il y en a beaucoup de déprimés, là. Ah, il ne faudrait pas. Il ne faudrait surtout pas. Au contraire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un regain d'espoir comme celui qui se profile devant nous. C'est ça qu'on va parler, là. C'est de ça qu'on va parler. Mais là, il y a du monde qui sont étonnés de ça, là. Ben oui, bien sûr. Bon. Commençons par revenir sur un petit peu ce qui s'est passé la soirée des élections. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on s'est fait littéralement enfiroiper par les maisons de sondage. Les maisons de sondage n'ont absolument rien vu venir. Ils ont littéralement sous-estimé la volonté de changement de la population et ils ont systématiquement surestimé la force libérale. En fait, Jean-Claude, est-ce que c'est Jean-Claude? Non, c'est Jean-Claude, Léger. c'est moi. Léger, oui. Il a fait une analyse, puis il a dit, finalement, on avait à peu près bien compris, sauf que les électeurs libéraux ne se sont pas déplacés. Écoute, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, sauf qu'il faut comprendre que, à cause de l'historique, les maisons de sondage ont malgré tout continué, même si les circonstances ne le justifiaient plus, d'accorder la prime de l'urne au Parti libéral. Et cette fois-ci, parce qu'on avait évacué la question référendaire, ça n'est pas du tout comme ça que la partie s'est jouée. En fait, le Parti libéral, même s'il semblait être à égalité avec la CAQ, les électeurs libéraux ne se sont tout simplement pas présentés, ce qui est un signe, d'une part, qu'ils ils ne considéraient pas leur vote absolument essentiel du fait que la question référendaire ne se posait plus. Et d'autre part, parce que c'est quand même pas des imbéciles, là, il y en avait parmi eux là, qui trouvaient franchement là, que le Parti libéral avait tiré un petit peu sur la corde un peu trop loin. Bien là, c'est que peu importe ce qui se soit présenté, ça n'aurait pas changé la distribution des sièges. Là. Ouais, on comprend qu'à 70 ou à 75 dans un comté comme Jacques-Cartier, dans l'ouest de l'île, ça ne change rien. Ça change de quoi, mettons, dans un référendum, mais pas là. Okay? Non, voilà. C'est ça. Moi, le chiffre que j'ai retenu, puis dès le début de la soirée, quand il commençait à dépouiller les résultats, c'est un chiffre. Plus de 70 des francophones étaient pour le rejet du Parti libéral. Ouais. Et c'était viscéral, là. OK? C'était too much is too... En fait, c'est ça qui est véritable. C'est le Parti libéral a réussi à faire la quasi-unanimité des francophones contre lui. Ben oui, mais... Il ne reste plus que 15 ou 16 du vote francophone qui soutenait les libéraux contre vents et marées. C'est ça. Donc, ceux-là, il y a eu tellement... Regarde, si on pouvait juste faire un rapide survol, le Parti libéral, on comprend la collusion, corruption, tout ça, mais ça ne faisait pas réagir. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ces libéraux-là, c'était le mépris qu'ils affichaient vis-à-vis de la nation par rapport à ses préoccupations pour l'immigration massive, le Canada de Trudeau multiculturaliste qui nous écrase, etc., puis
dès qu'il y avait une réaction de ce côté-là, on avait le matraquage qui venait. La tiédeur de la défense du français. Ben oui, ça. La tiédeur, c'est ça. Mais c'est déjà trop beau. Puis là, les gens qui se faisaient traiter de xénophobes, de racistes, tout ça, eux autres, là, ils attendaient leur chance en silence. Puis ils accumulaient du ressentiment. Exactement ça. Puis c'est ça qui s'est trouvé dans la boîte. Ouais, c'est le ressentiment. C'est ça. Puis là, floum, lève-là ton affaire. Fait que c'est historique, 150 ans d'histoire pour ce parti-là, qui se retrouve à 24 Ouais. Moi, personnellement, j'aurais été incapable de prévoir ça. Sauf, je prévoyais à quelques minutes du départ, dès que j'ai eu un chiffre concernant le rejet du Parti libéral par plus de 70 des francophones, parce que le sort était réglé. Ça réglait en fait, c'était l'annonce d'un balayage de la CAQ. C'est ça. Et c'est effectivement ça à quoi on a assisté. C'est ça. Fait que je regardais la télévision, j'ai dit, quand est-ce qu'ils vont annoncer ça? Là, c'est très clair. Là. Alors, tu vois, c'est venu tout de suite 15 minutes après le début. 15 minutes, il y avait un gouvernement caquiste, mais majoritaire, c'est venu à 15 minutes plus tard, donc une demi-heure. 8h30. Ah oui, mais c'est quand même incroyable, alors qu'on s'attendait à vivre une soirée sur les dents pour arriver à définir qui serait majoritaire et avec combien et avec l'aide de qui. Ça s'est réglé dans l'espace de 30 minutes. C'est ça. Donc, les sondeurs étaient sur des paradigmes passés pour une situation nouvelle. Voilà. C'est ça. Et donc, on a, pour la première fois en 50 ans, un parti au pouvoir qui n'est pas ni le Parti libéral ni le Parti québécois. Mais qui... C'est quand même ça d'historique. Qui incarne, qui s'est trouvé à réunir sous son manteau la volonté de changement des Québécois. Oui, mais moi, ce que je vois, c'est que il y a eu une perte de cohésion nationale depuis un bon moment déjà, entre autres depuis 2003, et qui faisait que un parti qui tient sa force, son centre de gravité du côté des Anglo-Allo, contrôlait l'État, le seul État francophone en Amérique sur lequel repose le destin d'une nation. On reviendra là-dessus un peu plus loin. Là, allez-y donc. Avec le résultat qu'on a, le PQ est décimé. Là. Il a perdu 34 sièges. Hein? Il n'en lui reste plus que 32. De qui vous parlez? Le PLQ? Le PLQ, oui. Oui, OK. Je vais dire c'est le PQ. Excuse-moi si j'ai dit il serait-tu heureux de vous entendre? Okay. Alors, le PLQ a perdu 34 sièges. Il n'a presque plus de représentation chez les francophones, en dehors de Montréal et de Laval. C'est littéralement le désert, sauf le comté de Roberval, qui demeure sur la carte la seule enclave rouge. À cause de la chefferie. Là. Et là, Couillard... S'en va? Il s'en va. Puis non seulement il s'en va, mais il va renoncer à son siège de Roberval, donc il va y avoir une partielle dans Roberval. Tu sais, il faut comprendre que les gens de Roberval, ils ont voté Couillard parce que c'était le premier ministre. Ben oui. Et puis parce que la manne, il votait du côté... il y a beaucoup de clientélistes autour de ça. Du côté que leur pain était beurré. Ben oui. Alors, évidemment, Couillard parti et les libéraux partis, et ils vont changer d'allégeance. La tranche de pain change de bord. Ben, en effet. Alors, il va y avoir puis, dans les circonstances actuelles, bon, on est quand même conscient que le PQ n'est pas en mesure de relever le défi là, du tout. Il est occupé du côté de QS. Oui, Québec solidaire dans Roberval n'a aucune chance, c'est un comté d'entrepreneurs. La CAQ pourrait planter quelqu'un de sérieux là. Alors, ils vont planter quelqu'un de sérieux de là, et puis ils vont le faire élire. Et ça sera un siège de plus pour la CAQ. Alors, mais, tu sais, il faut voir avec quelle assurance et même arrogance Couillard a exercé le pouvoir pour mesurer tout le poids de la défaite qui repose sur ses épaules. Tu sais, c'est quand même pas croyable. Il a cherché, il a dit, j'ai assumé qui je suis et mes valeurs sans concession. Bon, c'est bien beau de dire ça. Il y a une chance la prochaine fois. Oui, mais en politique, là, c'est pas ça. Là. Il y a un décalage par rapport à ça
qui sont en réalité le multiculturalisme de Trudeau donc, et il faut la comprendre nation. que Couillard, au départ, n'était pas du tout représentatif des Québécois. Couillard, c'est ça. c'est un corps étranger. Oui. Un corps étranger qui vient puis c'est intéressant, on va employer une métaphore médicale, il vient de se faire rejeter comme on rejette une greffe. Les anticorps. Les anticorps rejettent une greffe. Ouais, ouais. OK? Allô, médecin. Dans son esprit, qui est pourtant un bonhomme avec une formation scientifique, il n'a même pas été foutu de comprendre ça. Ben, c'est pas... Okay? C'est quand même fort, là. Et c'est te dire à quel point, à un moment donné, la suffisance et l'arrogance peuvent aveugler quelqu'un. Écoute, ça a valeur, littéralement, de symbole. OK? C'est invraisemblable. On a connu des premiers ministres là, qui étaient complètement décalés. On parle d'Adélard Godbout, par exemple, comme en étant un. Bien, je vais te dire une chose. Adélard Godbout, malgré que ce soit lui qui ait consenti au rapatriement sans consulter personne, pas au rapatriement, à la délégation du pouvoir du Québec en matière d'assurance chômage. Et d'impôts directs. Et d'impôts directs. Il était moins décalé par rapport au Québec que ne l'a été Couillard. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est probablement le premier ministre le plus antinational qu'on a eu dans l'histoire? Pas antinational, le plus imperméable. Tu sais, c'est pas parce qu'il est anti. Il n'est pas anti. Il n'est pas. Mais il était surtout trudeauiste jusqu'à... Il était tout sauf québécois. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? Non, mais quand il braquait le discours sur une xénophobie qui serait là, latente, et qu'il faudrait... Mais c'est même pas vrai. Non, mais je comprends tout ça, mais qu'un premier ministre aille du Québec, aille jusque-là, et qui était proche de faire un procès à la nation pour racisme systémique, c'est dire à quel point il était décalé par rapport à la réalité québécoise. Et je trouve ça tragique, parce que d'autant plus tragique que, je veux dire, quand je regarde son profil puis le mien, on a été formés au même collège Stanislas. Et moi, j'ai développé une toute autre sensibilité à l'endroit du Québec que celle de Couillard, malgré le fait que j'ai étudié à Stanislas. Mais on regarde l'évolution du Parti libéral, là, le grand parti de Jean Lesage avec l'équipe du Tonnerre, des batailleurs, là, pour ceux qui sont plus jeunes, ne voient pas, mais à l'époque, ces gens-là, ils se battaient contre le centralisme d'Ottawa. Ils se battaient contre les capitaux anglo-saxons qui voulaient nous contrôler, puis ils cherchaient à avoir des leviers pour contrer ça, etc. Même Godbout a fait ça. Ben oui. Et là, ça décline avec Daniel Johnson fils, OK? Voilà. Ça décline et il se vide de la substance nationaliste, et dans cette mesure-là, ils se remplissent de collusion-corruption, et puis lui, on arrive au dernier stade, là, à la dernière étape. Là, on se demandait si nous, on allait couler avec eux autres, parce qu'on était pognés avec eux autres, puis qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser, puis c'était ça la crainte. Puis pour moi, la perspective que le Parti libéral s'accroche au pouvoir minoritaire, même minoritaire, pour moi, c'est une fatalité. C'est une fatalité parce qu'elle a achevé la job, OK? Oui, mais fort heureusement, on ne s'est pas rendu là. Exact. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à être déprimé. Pas du tout, au contraire. Okay? Parce que ce qui s'est passé... Écoute, on a réussi à se débarrasser, c'est quand même extraordinaire, mais pas de... du gouvernement le plus corrompu et le plus antinational. Et le plus antinational du Québec de toute l'histoire du Québec. C'est exactement ça. Et même davantage que le gouvernement Tachereau. Ben oui, parce que là, les francophones avaient perdu le contrôle de leur État, OK, sur lequel repose leur chance, leur destinée comme nation, pas comme
comme groupe ethnique majoritaire au Québec, là, mais comme nation, OK, qui s'assume avec des assises d'État. Et ils avaient perdu le contrôle de cet État-là, et c'était eux qui l'avaient, et ils l'avaient tourné contre nous. Et donc là, la grande nouvelle, quelque chose qui doit nous réjouir, c'est que eux, ils ont perdu la main sur cet État-là, et c'est une majorité de francophones qui prennent le contrôle de l'État. Maintenant, pourquoi en faire? Là, on peut rentrer dans... Ben oui, ben là... D'abord, commençons par noter, quand même, il faut quand même souligner là, la performance inattendue, même si elle avait été annoncée en partie par les sondages, la performance quand même inattendue de Québec solidaire. Alors, Québec solidaire a été servi par une conjoncture favorable, qui était le fait que le Parti québécois l'a gonflé, lui a donné de l'ampleur, qui était dû au fait que le Radio-Canada cherchait à encourager la division chez les francophones, donc l'affaiblissement du Parti québécois, donc monter en épingle le Québec solidaire bien au-delà de ce que sa performance sur le terrain pouvait justifier. Il faut comprendre que même à 15 % là, de vote, là, la performance, pas la performance, mais la couverture qui a été accordée à Québec solidaire dépasse largement l'influence qu'il a dans la société québécoise. Ah oui, mais il aurait pu avoir cette couverture-là, mais avec une perspective plus critique. Plus critique. Ouais. Alors, c'est survenu à la toute fin, et c'est carrément une erreur, là, encore une fois, de stratégie de Jean-François Lisée, d'avoir attendu à la dernière minute pour souligner ça. La critique de Québec solidaire aurait dû commencer il y a 1 an. En fait, moi, je vais même aller plus loin. Mais bon, tu vas m'accuser que je n'aime pas particulièrement Jean-François Lisée, puis tu as parfaitement raison. C'est inexplicable que le Parti québécois se soit engagé aussi profondément dans la voie de la convergence avec Québec solidaire, alors que ça avait pour effet de le marginaliser à gauche. Ben oui. Comprenez que dès que Québec solidaire... les porte-paroles et qui n'ont pas de parole, en fait, avaient signé un document et puis qui l'ont renié parce que le Politburo en arrière, etc., a décidé que... Et ils comprennent pas que Québec solidaire, le noyau doctrinaire de ce parti-là, c'est pas la façade qu'on voit. Là, et c'est certainement pas un parti souverainiste. Ben non! Contrairement à ce que j'ai encore lu, mais alors avec je m'arrache littéralement les cheveux sur la tête ce matin dans Le Devoir, la chronique de Louise Baudouin, qui continue de prétendre ou penser que Québec solidaire est un parti souverainiste. Allô? Oubliez-moi ça, ça n'a pas d'allure. C'est ridicule! La question qui se pose, c'est la souveraineté, pourquoi? OK? Alors, la souveraineté... c'est pour assurer, dans la pérennité, l'existence d'une nation française en Amérique. C'est ça, là. C'est existentiel, OK? C'est pas pour faire un programme progressiste, féministe, vert, peu importe, là, OK? Ça vient dans un débat après une souveraineté, là, vous pouvez débattre. Exactement. Au fond, là, il faut... tu sais, c'est toujours la fameuse question. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est une proposition d'État. Hein? Et à cette proposition d'État, il y a des gens qui répliquent, oui, mais c'est le fun d'un État, mais ça ne suffit pas. Nous autres, on veut un projet de société. Ben oui, ils veulent avoir un programme politique. Voilà. OK? Donc, enchâsser dans la souveraineté de l'État. OK? C'est couler ridicule. Dans le béton. C'est pas de même ça se passe, les petits non, gars. Parce que ça, et les petites filles. Ben oui, c'est ça. Alors donc, ces gens-là ils ont le noyau doctrinaire de Québec solidaire. Pas les jeunes là, en région qui croient à leurs rêves, là, mais ceux qui contrôlent le centre de gravité qui donne la direction politique à ce mouvement-là, là, c'est des antinationalistes, mais viscérales. Ben oui, okay? je comprends. Et comment voulez-vous vouloir la souveraineté d'une nation en réalité, pour laquelle vous entretenez une haine?
C'est ça que c'est, là. Ils ont une haine de la... Quand vous avez vu le Congrès, là, laisser au micro du monde venir dire les Québécois, c'est des xénophobes, etc. Comprenez, c'est leur réflexe profond, là. Oui. C'est ça. Alors donc... Et chercher la convergence avec ce monde-là, c'est suicidaire. C'est ça. Ils pouvaient le faire. Et moi, dans un premier temps, ils pouvaient le faire pour faire la démonstration que ce monde-là, c'était bullshit total. OK? Mais à partir du moment où ce qui arrive, puis ils renient leur signature, là, on ferme, là. On ferme la shop, là. Et c'est pas ça qui s'est produit? Mais non, là, ils ont... Non seulement c'est pas ça qui s'est produit, ils ont cherché jusqu'à la fin de continuer à tendre la main à Québec solidaire. Et pire, dans son discours où il annonce son départ, Jean-François Lisée continue de rechercher un dialogue avec Québec solidaire. Louise Baudouin parle d'un dialogue avec Québec solidaire. Et Catherine Fournier, nouvellement réélue, mais d'un groupe dont il ne reste plus rien, continue à parler d'un dialogle avec Québec solidaire. Oui, ça, c'est ridicule. Ben oui, mais c'est la mort. Ben oui, c'est mortifère. C'est ça. Mais ça, c'est tout le caucus du Parti québécois avant l'élection, là, qui étaient tous derrière Alexandre Cloutier. Alors donc, Lisée, là-dedans, il était pogné, puis dans le cadre de la campagne électorale... Je te trouve bien généreux. Non, mais... Il n'était pas juste pogné, il était consentant. Non, parce que sinon, il n'aurait pas fait, dans le dernier débat, la sortie qu'il a faite. Il l'a faite parce que là, il ne pouvait plus rien faire les autres. Ben non, il l'a faite uniquement pour défendre sa peau dans son comté. Non. Ben oui, écoute. Oui, Jean-Claude. Ça a un effet contraire, OK? Ça a eu l'effet contraire, mais c'était pas l'effet qu'il recherchait. Il s'imaginait, lui, que dans le temps qui restait, il était capable de renverser la vapeur. Peut-être. Pourquoi voulait-il faire ça? Tout simplement pour sauver sa peau. Dans son comté, dans Rosemont, parce qu'il savait il savait déjà qu'il était perdant. Pas d'accord. Il le savait. Ben oui, c'est certain. Ah non, mais vous dites ça, c'est certain. Ce que je vous dis, c'est qu'en faisant ça, dans ce débat-là, là, il montrait, lui, c'était quoi sa position. Alors, il a été prisonnier de son caucus, OK? Et ça, je me suis fait confirmer ça. Oui, je sais, j'ai entendu cette théorie-là. Non, c'est pas une théorie, là. C'est lui-même qui l'a dit. Et il y a une autre personne qui confirme ça. Oui, bien sûr qu'il va dire ça, lui. Il cherche à se défendre. Oui, mais un instant, il y a une autre personne qui confirme ça. Okay. Oui, c'est ça. C'est un historien. Vous ne direz pas son nom, pas le mettre en cause, parce que c'est une conversation privée. Oui, d'accord, je suis au courant, je sais qui, là. OK? Alors, lui aussi, c'est sûr, ça. Puis, il y a une fois où il est sorti Mais Jean-Claude. Non, mais... Jean-Claude, tu n'arriveras pas à me convaincre. Je ne veux pas vous convaincre, vous. Je veux juste vous dire ce qu'il y en est. Non, mais tu me dis pas... Mais même quand tu me dis que c'est ça, quant à moi, ça constitue un travestissement des faits. Non. Les faits sont les suivants. Les faits sont que, depuis que Jean-François Lisée exerce ses fonctions, il a pris position à plusieurs reprises dans un sens contraire à ceux qui sont... à celui qui est nécessaire pour amener la souveraineté. Mais il l'a fait au moment du Brexit, il l'a fait au moment de la venue au Québec de Marine Le Pen. C'est pas parce que je suis en faveur de Marine Le Pen, tout simplement, c'est une personne qui représente un segment important de la population française et on doit la traiter avec le respect que commande justement l'autorité qu'elle a sur ce... Oui, sauf que médiatiquement, c'est pas jouable. Comment? Médiatiquement, c'est pas jouable à cause de Radio-Canada qui impose une censure. Mais je regrette, c'est pas vrai, là. Non, vous avez... Regarde, tu veux avoir la preuve que c'est jouable? Regarde simplement aujourd'hui, Geneviève Guilbeault, la nouvelle élue de la CAQ. Mais la CAQ... c'est ça. La CAQ sur le... Écoutez, 30 secondes. Bon. Okay. Non, Jean-Claude, laisse-moi continuer, parce qu'il n'y a pas que ça. OK, regarde, le débat français, le débat en anglais pendant la campagne électorale, tu admettras que c'est trop. Non, c'est pas trop du tout. C'est pas trop du tout. C'était maladroit. C'était pas nécessaire. C'était une façon... C'était une façon d'aliéner. Il aurait tombé dans la caricature. Écoute, à partir de ce moment-là, moi, je le sais, j'ai eu plein de témoignages. J'ai à peu près 5000 personnes sur ma page Facebook qui me communiquent avec moi tous les jours, OK? Et ils m'ont dit, on peut plus, là, on peut pas. Puis c'est tous des gens qui sont sympathiques à la souveraineté. Mais
il ne pouvait plus suivre Legault sur ce terrain-là. Puis, pas Legault, Lisée. Et combien d'autres m'avaient dit qu'ils ne pouvaient plus supporter Lisée avant? OK? Et encore, l'affaire du renouvellement du mandat de Michaël Jean à la tête de la francophonie. Pourquoi diable était-il nécessaire qu'il s'ouvre la bouche là-dessus pendant la campagne électorale, alors que ça a eu pour effet de... Tiens, mon vieux... Oui, mais tout ça dit, c'est pas Lisée qui entraîne ce mouvement-là dans l'effondrement. Ben, okay? Non, mais il se trouve... C'est le dernier qui tient la chaise, ben oui. Et puis c'est lui qui se trouve à être le fossoyeur. C'est pas le fossoyeur, c'est juste lui qui est sur le bateau qui coule. OK? Pourquoi? Pourquoi ce bateau-là prend l'eau? Je te trouve bien généreux. Moi, je le connais. Ça fait longtemps que je le connais, ça fait plus de 20 ans. J'ai eu affaire à lui pendant la campagne référendaire et je te prie de me croire que j'avais déjà mes réserves à ce moment-là. Donnez-moi les temps n'ont pas changé. Donnez-moi 2 minutes. Là, c'est un mouvement qui vit sur l'illusion, OK? C'est un cadre stratégique depuis 50 ans qui est complètement une illusion. Vous avez été parti de ça. Oui, je sais. Et puis, j'en suis parfaitement conscient. Et j'assume ma responsabilité. C'est ça. Comprenez que un des grands marqueurs de cet effondrement-là, de l'illusion auprès de la population, et non pas dans le mouvement de l'intelligentsia, des souverainistes, là, c'était l'élection 2011 du Bloc. On comprend que Gilles Duceppe, OK, qui est à 40 députés et plus, à un moment donné, il passe à 2. Mais là, on ne peut pas dire Gilles Duceppe, il a fait une erreur épouvantable. C'est juste que moi, je trouve que tu ne vas pas assez loin en arrière pour expliquer ce qui s'est passé. Oui, je peux y aller. Mais... Les problèmes commencent dès 1994, au moment où Parizeau prend le pouvoir. Je le sais, j'étais là. OK? Et dès ce moment-là, Lucien Bouchard intrigue. La chicane est partie, là. Lucien Bouchard intrigue et mine Parizeau. Parizeau qui m'avait annoncé qu'au moment où il me conviait à faire partie du gouvernement, chez lui, à Waterloo, au moment où il forme son gouvernement, il me dit, « Monsieur Lehir, si dans 2 ans, tous les cabinets de consultation à Montréal ne sont pas axés sur vos études, je considérerai que vous avez failli à la tâche. » Puis 3 semaines plus tard, il me rappelle, il lui dit, le référendum, il n'y aura pas lieu dans 3 ans ou au terme du mandat, comme c'était censé l'être. Il m'a dit, c'est l'an prochain. Et pourquoi? On s'est parlé et il m'a expliqué les pressions qu'il subissait de Bouchard. Bon, ces pressions-là se sont poursuivies pendant toute l'année et ont débouché vers la mi-mai sur un putsch. Un putsch. J'étais là, j'étais présent au Conseil des ministres. Il y a eu un putsch. OK? Tentative de putsch. Non. Ou un putsch? Un putsch. OK. OK? Pourquoi? Prise de direction politique. Une prise de direction politique. Parizeau a été obligé de reculer sur ses intentions et il s'est fait imposer Bouchard et Mario Dumont. Et le gars qui a négocié l'arrivée de Bouchard et de Mario Dumont et l'intégration de Bouchard, c'est Jean-François Lisée. OK? Là, oui. Mais là, continuez, là, finissez, là. Juste oui, non, mais on va faire une nuance, là. C'est des choses que les gens ne savent pas et devraient savoir parce que, évidemment, il y a des tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité soit connue, hein, parce que c'est gênant un peu, là. OK? Pour certaines personnes. Mais durant l'été qui précède le référendum, il y a des gaffes de commises. Parizeau en commet. La fameuse affaire des homards, là, du discours qu'il prononce devant le corps consulaire à Montréal, qui était censé être confidentiel. Il y a quelqu'un qui s'échappe et qui révèle le poteau rose et puis qui raconte toute l'histoire aux journalistes. Comme par hasard, c'est le consul d'Israël. Bon, on ne tirera pas plus de conclusion que ça. Mais le fait est que l'histoire des homards se retrouve en pleine page de la presse. Et c'est difficile à gérer. C'est très difficile à gérer
parce que ça sous-tend de la part de Parizeau une volonté de manipulation. Écoute, je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui, j'ai eu l'occasion de me prendre aux cheveux avec lui à quelques reprises, mais je ne l'ai jamais considéré comme un manipulateur. Mais malgré tout, il a été perçu comme ça par son propre caucus. Et au cours de l'été qui a précédé le référendum, le caucus a fait circuler une pétition suggérant que Parizeau se retire, même s'il devait gagner le référendum. La plupart des députés ont signé cette pétition. J'ai le souvenir de ne pas l'avoir signée, de ne pas avoir vu sur la page en question la signature de Jean Garon, ni de Jacques Léonard. Mais il y en avait pas mal d'autres. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un épisode. Ça, c'est... On peut... Alors, ça explique en même temps le dérapage de Parizeau, parce qu'il ne faut pas croire qu'il ne savait pas que cette pétition circulait. Il savait. OK? Le dérapage, ça l'explique, mais ça ne le justifie pas pour autant. Le dérapage de Parizeau, le soir du référendum, lorsqu'il blâme, il était, franchement, là, il savait le sens du vote. Non. OK, bien, vous avez dit ce que vous avez à dire. Ouais. OK? Bon. On est dans la personnalisation des choses. Et ben oui, mais c'est nécessaire. Oui, mais... OK, à partir du moment où Parizeau quitte, Jean-François Lisée demeure au cabinet du premier ministre, sauf qu'on change de premier ministre, c'est Lucien Bouchard, et Jean-François Lisée va servir Lucien Bouchard. Quand Lucien Bouchard part, il fait quoi? Il renverse tout. D'abord, d'une part, pendant qu'il est là, il éloigne la gauche, il éloigne les nationalistes. L'affaire Michaud, c'est ça, hein? OK? Et une fois qu'il a quitté le pouvoir, il lance les Lucides, il fait alliance avec André Pratt, des fédéralistes de la presse et tout ça. Et puis, il débauche le gars qu'il avait recruté lui-même, François Legault, et il le convainc de devenir le chef de la CAQ. Écoute, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'être aveugle. Ah oui, c'est bien parfait. Sauf que tout ça, ce sont des épisodes qui s'inscrivent dans un cadre stratégique qui n'avait pas d'allure au départ. Bon, c'est des épiphénomènes. Ah non, pas du tout. C'est des épiphénomènes. Non, c'est le fil conducteur. Non. C'est Jean-Claude. I was there. Ben oui, mais vous étiez témoin enfermé dans un cadre stratégique qui avait pas d'allure, mais on se comprend. Mais sauf que si tu veux remettre en question le cadre stratégique, il faut remonter à 1973 avec la décision de tenir un référendum. Bon, ben là, écoute, je veux bien, on peut le faire. J'ai pas de problème. Bien, c'est ça qui est en jeu, là, présentement. Ben non. C'est là-dessus que portait l'élection. Mais il n'y en avait pas de référendum. Tu peux pas me dire que c'est là-dessus que portait l'élection. Oui, parce qu'il n'y en avait pas. Bon. OK? Pourquoi? Là, donne-moi... À contrario. Non. C'est une preuve à contrario. Non. Bon. Donnez-moi 30 secondes. OK? On est inscrit dans le cadre stratégique. OK? C'est un cadre stratégique où ce que le mouvement souverainiste abandonne l'État et puis part en quête d'un pays. Vous connaissez mon argumentaire, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas nécessairement. C'est un pays qui est fantasmé. Ils sont déconnectés de la réalité. On s'entend. OK? Là-dessus, on s'entend, mais pour les gens qui nous écoutent, OK? Alors donc, ce pays-là se sont fait dire par des grands mandarins fédéraux, mononés, via Claude Morin, OK? Voilà. Que ce pays-là, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'atteindre, il n'y a pas de problème. Vous devez passer, on vous suggère, par le référendum. Donc, le référendum va... légitimer démocratiquement votre projet. OK, sauf qu'il n'y a pas un nono là-dedans qui pense qu'il faudra les faire signer à Ottawa. Vous nous dites référendum. Si on gagne, vous engagez-vous à signer ici en bas l'entente comme il y a eu en Écosse, l'entente d'Édimbourg. Je viens de dire que c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça parce qu'au moment où on se lance dans le référendum, on ne sait pas encore si la sécession est possible et juridiquement
possible en vertu de la Constitution canadienne. Ben oui, mais ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème de se poser cette question-là. Bon, ben oui, mais c'est un problème, c'est un vache de problème qui va perdurer jusqu'en 1998, au moment où la Cour suprême, 3 ans après le référendum, va venir dire que, oui, la sécession est possible. Oui. Dans le fameux arrêt qui a été rendu par le juge Lamer au nom de toute la Cour suprême. Ça, mais ça, on a attendu 88, 3 ans après. Et pour faire le putsch qui s'est fait au mois de mai 1995 au cabinet auquel j'étais... C'est un point de l'argument? Oui, la légalité. OK. Il n'avait pas compris la démarche de Daniel Johnson père. Écoute, peu importe la motivation qu'on voudra lui attribuer, c'était l'ombre de Lucien qui planait et qui était représentée par deux ministres influents au Conseil des ministres, Bernard Landry et Louise Baudouin. Bon, qui soulevait la question, avons-nous légalement le droit à l'autodétermination? C'est ça, la question qui était soulevée? Bien, c'était la question que soulevait Bouchard. C'est ça, la question. Et Landry et Louise Baudouin suggéraient de s'en remettre au leadership de Bouchard, de préférence à celui de C'est ça. Parizeau. En réalité, la question était double. Savoir, est-ce qu'on a le droit à l'autodétermination acquis de notre point de vue? Et mais le deuxième volet... Bon, parce que Parizeau avait annoncé une question claire. Mais à partir du moment où se pose la question de la légalité, oui, mais la question ne peut plus être claire. Peu importe la question. Non, c'est très important la question. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se retrouver au référendum de 1995 avec une question de 3 pages. Ouais. Non, c'est pas une question de 3 pages, c'est la question qui renvoyait à... Mais peu importe la question. Écoute, peu importe la question. On va pas niaiser, là. Non, c'est parce je le sais, j'étais là. Oui, mais vous avez une formation d'avocat. Vous êtes enfermé dans un cadre stratégique. Pas du tout. Eh oui. Je suis beaucoup plus... Écoute, j'ai beau avoir une formation d'avocat, j'ai pas exercé comme avocat très longtemps dans ma vie. Oui, mais... Il y a une tournure. Hein? Il y a une tournure de vice professionnelle. Avouez. Non, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je suis capable de reconnaître l'argumentation juridique qu'on a utilisée pour essayer de détourner la vraie question que voulait poser Parizeau. Vous avez écrit un livre là-dessus. Avant la décision de la Cour suprême. Avant la décision, un an avant la décision de la Cour suprême, j'ai écrit un livre qui s'appelle... la prochaine étape, le défi de la légitimité. Et j'ai justement annoncé que la décision de la Cour suprême, dans ce livre-là, qui allait être rendue 1 an plus tard, allait porter essentiellement sur la question de la légitimité. C'est ça. Je te dirais que parmi tous les constitutionnalistes au Canada, là, j'ai été, puis je ne me considère même pas comme un constitutionnaliste, mais j'ai été le seul à anticiper exactement ce sur quoi reposerait le jugement, le fameux renvoi de la décision de 98. Voilà. Ben oui, là-dessus, je le sais parce que... Tu l'as lu. Oui, c'est ça. Mais l'affaire c'est que, quand je disais tantôt la question à double volet, légalement, avons-nous le droit, etc., l'autre, il dit oui, mais... Effectivement. Justement. Avons-nous la possibilité? Justement, la question se posait de l'effectivité parce que ce qu'on allait chercher, encore une fois, en 1995, ce n'était plus l'indépendance comme un pouvoir de négocier l'indépendance. OK? Moi, il y avait rupture dans la clause. Oui. Mais sauf qu'il faut comprendre que ce avec quoi Lucien Bouchard s'est retrouvé, c'est un mandat de négocier. Et il était heureux, c'est ce qu'il voulait. C'était un négociateur. Il aime ça. OK? Et il s'est imaginé pouvoir réussir là où Bourassa avait failli. Avec un rapport de force différent. Avec un rapport de force différent. Une décision. Avec le fameux couteau sur la gorge du père de Stéphane Dion. De Stéphane Dion, Léon Dion, qui avait suggéré que la seule façon de faire l'indépendance, ce serait de mettre le couteau sur la gorge au fédéral. Écoute... Rapport de force. Oui, non, c'est pas un rapport de force, c'est du parage. Non, ça, c'est pire. Du parage. C'est ce qu'on appelle en québécois du parage. C'est niaiseux. Ah ouais. Un rapport de force, là, ça s'utilise précautionneusement, étape par étape par étape. Si tu veux avoir un bon exemple,
de quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'utilisation des rapports de force, regarde Poutine. Regarde-le. Ouais. Il joue une pièce à la fois, et puis chaque fois qu'il gagne un espace, il resserre le rochet. Ah ouais. Hein? Non, on comprend ça. Bon. Et d'ailleurs, si vous ouvrez un peu de ce côté-là, on peut dire la souveraineté, on en parle souvent, on en a fait un souhait alors que c'est une somme. Ben voilà. C'est une somme d'un État qui se constitue, puis qui est capable d'imposer sa décision envers les autres sur son territoire et à l'international. Ce que Maurice Duplessis avait compris à la perfection. Oui. Tu sais, ça vaut la peine de suggérer à nos auditeurs, là. Il y a eu une série dans les années 70, milieu des années 70, qui a été réalisée par... dont le scénariste était Denis Arcand. C'est une série de Radio-Canada au temps où Radio-Canada avait encore une épine dorsale et se tenait debout. OK? Et elle avait été réalisée par un réalisateur de Radio-Canada qui s'appelait Mark Blanford et qui était également souvent un scénariste de l'Office national du film. Écoute, c'est une des meilleures séries historiques que j'ai jamais vues, pas juste au Québec, pas juste au Canada, historique, point. OK? Et vous pouvez la retrouver sur Google. Il y a deux chapitres que je vous invite à regarder incroyables. 2 chapitres incroyables. Le premier sur le rapatriement de l'impôt. Et le deuxième... De Duplessis, la fameuse bataille. Et en fait, chronologiquement, je suis à l'envers, là. J'aurais dû commencer le premier chapitre sur le plan chronologique, le premier épisode, pardon, sur le plan chronologique à regarder, c'est celui du drapeau. Au moment où le Québec... La nation brandit sa bannière dans le cadre constitutionnel. Et on voit l'Union Jack qui descend du drapeau, du mât de l'Assemblée nationale et qui est remplacé par le drapeau du Québec. Ça, là, comme symbolisme, c'est incroyablement Ça, c'est ce qu'on puissant. voit dans des batailles militaires, là, voilà. Au moment où... Clac. OK? Changement de régime. Exactement ça. Voilà. Les fleurs de lys fleurissent au Québec. Voilà. Et le deuxième épisode, ça c'est 1948, le drapeau. Le deuxième épisode, c'est celui du rapatriement de l'impôt, qui avait été concédé par Godbout pendant la Deuxième Guerre mondiale au fédéral pour faire face à la situation de crise, mais que le fédéral, évidemment, ne voulait pas rendre, et que Duplessis est allé arracher, mais littéralement à la force du poignet. Oui, on connaît les circonstances, mais on ne les dira pas. Oui, parce que franchement, ce soir, ça serait trop. Non. Mais alors, regardez ces 2 épisodes-là, ils sont disponibles sur YouTube. Faites Google, YouTube, Duplessis, vous allez tomber dessus, choisissez vos épisodes, le drapeau, ONF. L'impôt. Ouais. C'est Radio-Canada, c'est pas oui, c'est ça. Et je veux dire, tout ça vous résume toute la capacité, la puissance stratégique de Duplessis. Ah oui. OK? Et ensuite, le second à avoir... moi, Jean Lesage, écoutez, pendant les années de 1960, on découvre l'État. Hein? Un État puissant, là. L'État. Jean Lesage est le premier ministre à parler de l'État québécois. Ah oui. C'est incroyable. Il avait exclu les provinces de son vocabulaire. C'est fini. Il a même été aux États-Unis. La première fois qu'il a été aux États-Unis pour expliquer la nouvelle situation, il a dit « Je viens vous expliquer ce qu'est l'État du Québec. » Pas la province de Québec. Non. Ce qu'est l'État du Québec. Jean Lesage, un bon libéral. Oui. OK? Mais à l'époque où les libéraux avaient encore... un lien de loyauté à l'intérêt national. Une colonne vertébrale et, passerez-moi l'expression, elle est un peu crue, mais des couilles au cul. Ben oui. Hein? Bon. Jean Lesage, tout ministre fédéral qu'il avait été, tout patricien grand seigneur à Ottawa. Grand seigneur avait fait ça. Et l'évêque, évidemment, s'est embarqué là-dessus pour faire la nationalisation de l'hydroélectricité. C'est ça. OK. Bon. Ça, c'est remarquable. OK? Et le suivant, c'est Daniel Johnson. Et Daniel Johnson...
Père, oui, bien sûr. OK. Et il Non, c'est propose juste pour ceux qui nous écoutent. égalité ou indépendance. Il va chercher De Gaulle en France. De Gaulle vient. Écoute, le summum, le point culminant du voyage de Gaulle au Québec, tout le monde le voit comme étant Le discours au balcon. le discours au balcon. C'est pas vrai. Le point culminant, c'est le discours à Trois-Rivières. Trois-Rivières. De Gaulle et Daniel Johnson, regardez sur les photos de l'époque, vous allez découvrir De Gaulle est en uniforme militaire. Daniel Johnson est à côté de lui. De Gaulle, à la fin de son discours, entonne la Marseillaise. Daniel Johnson entonne la Marseillaise. Pas d'au Canada. Bon. Et moi, le point fort de cette visite-là, c'est que pour la première fois, et vous avez parlé tantôt quand ils ont hissé le drapeau du Québec sur la tour de l'Assemblée nationale, c'est que le Québec a imposé son protocole d'État envers et contre celui d'Ottawa. Imaginez-vous. C'est ça qui a fait fulminer Trudeau, hein? C'est ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec l'élection de la CAQ. Et on revient à la CAQ, oui. Dans une... Hein? Ben oui, on revient à la CAQ. Ben oui. Ben oui, on a des choses à dire. Ben oui. On revient. La question référendaire est évacuée. On revient dans la continuité de Daniel Johnson. Père. OK? Et là, toute la question qui se pose maintenant est de savoir de quelle façon la CAQ va utiliser sa majorité, son pouvoir, son crédit auprès des francophones pour servir les intérêts de la nation québécoise. Aujourd'hui, on a eu un signal important. Très important. Ben oui, pour ceux qui s'inquiètent, parce qu'on disait, regarde, arrêtez de déprimer. Ne vous énervez, c'est pas arrêtez de déprimer, là. On est dans une dynamique politique. On joue avec les cartes qu'on nous a données, puis ils ne sont pas si mauvaises que ça. Bon, aujourd'hui, il s'est passé un événement majeur. OK? En fait, hier, il y en a eu un premier. Hier, François Legault a dit qu'il était prêt à utiliser la clause non-obstant pour imposer sa charte des valeurs. Sa charte des valeurs. Et aujourd'hui, Geneviève Guilbeault, qui est une élue de Québec, Québec solidaire, de la ville de Québec, de la CAQ, oui. OK, est venue faire une déclaration qui est sidérante. Ah oui, on en a ajouté, elle, là. Elle a dit, ceux qui vont pas, les gens qui vont refuser d'accepter l'interdiction du voile. L'interdiction du voile et de tous signes religieux dans les postes d'autorité. C'est ça. Soit qu'ils vont se rallier, ou bien ils vont perdre leur job. Ils vont choisir entre leur emploi puis leur job. C'est majeur. Non. C'est majeur. Les gens ne savent pas au Québec, mais moi, je lis les journaux à Toronto. Oui. Et ça réagit. Puis dans The Gazette, là, la moutarde au nez, là. Bon. Alors donc, il y a puis ça. Adil Sharkawi, là, il est monté aux barricades. Ben non, mais écoutez, puis là, Trudeau sort. Trudeau sort, et puis il dit, un instant, là, il faudrait respecter les droits. Oui, il faut y penser, là, ici, etc. Et donc, là, on a un clash sur quoi? Okay? Un affrontement majeur, déjà, dès le premier jour. Et ce qui est au cœur de la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme. Okay? Voilà. Alors là c'est là qu'on découvre que le Canada a une doctrine d'État qui est multiculturaliste et fédéraliste, on le sait, OK? Et que cette doctrine-là va s'opposer avec la volonté d'existence de la nation québécoise. La nation française en Amérique. C'est ça. Qui a repris le contrôle de son État. C'est ça. Et qui se dresse contre l'État canadien, là. Et là, on est en train, littéralement, de reprendre la bataille. On vient d'avoir un déclencheur de dynamique politique qui est, peu importe ce que... Voilà. Peu importe à l'intérieur de la CAQ, on est fédéraliste, gars, et oublie ça, là, parce qu'on peut revenir à la fameuse histoire du bourrisme, juste pour illustrer, c'est que le bourrisme, à un moment donné, pour ceux qui sont plus jeunes, les années 80... 1984, l'élection de Brian Mulroney. C'est ça, mais avec la collaboration du Parti québécois qui
avait dit, voici, on tasse la souveraineté, puis on passe sur le beau risque pour renouveler le Canada. Fait que tout le monde a crié trahison, peu importe, etc. Il y a eu tout un brassage, hein. Mais, en fait... c'est le moment où Parizeau va partir. Exact. Tout ça, bon, la crise au sein du PQ, mais en réalité, ça déclenchait une dynamique politique parce que la fameuse Mulroney qui dit on va réintégrer le Canada dans l'honneur et l'enthousiasme, ça va se buter à la fin. Il faut souligner que le gars qui avait rédigé le discours où il était question de réintégrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme, c'était Lucien Bouchard. Ben oui, mais là, il était un acteur d'une dynamique qui allait mener, parce que à cause du refus du Canada d'une entente qui était signée en principe, là, de reconnaître quelques 5 principes, dans le cas pour une société distincte qui ne voulait pas dire grand-chose, dans le fond, là. Moi, j'étais content qu'ils refusent, là. Mais, grosso modo, ça mène à une réaction au Québec, la grande vague bleue, du début des années 90, on l'avait vu avec la Saint-Jean-Baptiste, la vague bleue, le monde, etc. Puis là, la souveraineté monte en haut de 50 %, etc. On voit que la politique, c'est une dynamique, OK? Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une vague bleue. C'est une suite de dynamiques. Regarde, je me suis habillé en bleu pour la vague bleue, OK? J'ai été détendu par... de contexte, OK? Alors donc, c'est ça qu'on a. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Ils commencent à clencher. Ils peuvent juste clencher s'ils veulent assumer l'identité de la nation française en Amérique. Ils peuvent juste avoir un clash avec le Canada multiculturel de Justin Trudeau, le fils de l'autre. On est heureux de ça. Et dans quel contexte? Le rapport de force du Québec qui était nul, avec les couchers tapis d'Orient, d'Arabie au pouvoir à Québec, là, bien là, c'est pas pareil, là, parce que là, il y a une élection qui s'en vient dans 1 an, et là, les libéraux, ils ont des problèmes un peu partout, et là, ils comptent beaucoup sur le Québec avec le 40 députés pour en ajouter. Gars, forget it. OK? C'est ça, oubliez ça, là. Oubliez ça, parce qu'aujourd'hui, on apprend que quoi? Qu'à la CAQ, il y a 5 conseiller de Harper qui était là. Qui se retrouve maintenant. Qui se retrouve dans l'équipe, OK, à un haut niveau avec la CAQ, et qui se trouve à faire le pont avec les conservateurs. Et là, Trudeau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Québec rouge qu'il voyait quelques jours avant, il est transformé en bleu. Alors, oh là là! Et là, ce qui a amené la CAQ au pouvoir, c'est pas son programme, ses garderies ou l'autre aussi ou ça, c'est... Et c'est comique parce que... L'immigration. Tu m'en voudras pas, là, mais... Vas-y. Ça rappelle tellement les prêches des curés de l'époque qui disaient, avant l'élection, n'oubliez pas... Le ciel est bleu. Le ciel est bleu et l'enfer est rouge. C'est ça que... c'est bon de ramener ça, là, parce que là, c'est à propos. OK? Ouais. C'est ça. C'est comme ça que ça va se présenter, parce que lui, si les gens qui ont appuyé, on l'a dit au début, il était tanné de se faire traiter de raciste parce qu'ils veulent imposer leurs valeurs chez eux comme nation, OK? Puis là, ils se font matraquer de partout. Et donc là, ils ferment le gueule, mais dans la boîte, alors, c'est là que tu comprends que tout le vote de Québec solidaire, là, finalement, c'est un vote de jeunes qui ont voulu... c'est la bulle imaginaire qui s'enfle. C'est ça. Ah, bon, alors, périodiquement, ça arrive. Bon, et puis là, tu réalises fort bien que quand tu replaces les événements dans leur dynamique, et puis comme on vient de le faire, ça n'a pas grand sens. Je me souviens de mon père qui me disait, Richard... oublie jamais que si tu n'es pas de gauche à 20 ans, tu n'as pas de cœur. Mais si tu l'as encore à 40, tu n'as pas de tête. Ouais. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a une chose de certaine avec la jeunesse, c'est qu'elle va vieillir. Elle va vieillir, oui, c'est ça. Alors, la majorité nationale est en train de se reconstituer. Mais... Cohésion nationale. Cohésion. OK? Important. Très important. Et crucial. Conséquence, elle se reconstitue sans aucune participation des Anglos et des Allos. C'est incroyable. Je veux dire, quand tu regardes la CAQ, c'est historique. Ils ne sont pas là. Sont pas là. C'est historique. C'est historique. Et alors, c'est là que tu vois qu'ils ont vraiment
pas mesuré. Tu sais, ils étaient tellement, ils voulaient tellement récupérer du terrain qu'ils n'ont pas réalisé qu'en récupérant autant comme ils le faisaient, ils se trouvaient à créer les conditions qui feraient en sorte qu'ils allaient perdre le terrain qu'ils venaient de gagner. Ben oui. Et non seulement ça, mais aggraver leur propre précarité. C'est que les libéraux du Québec, à un moment donné, enfermés dans leur bulle idéologique, et leur sentiment de puissance, parce qu'ils ont pillé l'État, OK, puis il n'y a pas de réaction, OK. Alors, vous comprenez là, que vous êtes dans ce bulle-là. Vous avez été ministre. Hein, vous êtes à un moment donné... Non, mais je ne dis pas que vous étiez dans le ministre des corrompus, là, mais je veux dire, il y a une bulle qui se crée à un moment donné. Complètement. C'est ça. Imaginez-vous leur sentiment de puissance, puis là, les autres, ils se disent... Écoute, tu me dis ça à moi, mais c'est curieux ce que tu me dis. Oui, effectivement, j'ai senti la bulle, mais j'ai senti plutôt le contraire, l'impuissance totale, parce que je ne pouvais rien dire. Avalé par la bulle. Avalé par la bulle, complètement. Bien, imaginez, eux autres sont dans une autre proposition, parce que vous êtes dans une proposition, on pense au pays, etc. Mais eux autres, on pense à se remplir les poches. Et puis, on a un mépris. Hey! Un mépris affiché pour la majorité de la nation française en Amérique qui a juste un État pour assurer son existence. Non, mais... Non, c'est épouvantable. Alors, devant tout ça, l'avenir du PQ, écoute, honnêtement, je te dirais... Ils sont en train d'ouvrir la porte en direction de Québec solidaire. Encore une fois. Qui est la porte, alors, imaginez, la porte du caveau. Lisez dans son discours d'adieu, dit... faut s'orienter vers la gauche. Aujourd'hui, Catherine Fournier, qui est la nouvelle élue, dit on va faire des efforts pour se rapprocher de Québec solidaire. Louise Baudouin, franchement, quant à moi, c'est la consternation la plus totale. Encore une fois, allons à gauche, à gauche toute, alors que c'est carrément suicidaire. Le Québec n'est pas à gauche. Pas vrai. Non, le Québec est conservateur. Le plateau Mont-Royal est peut-être à gauche. Non, ils sont bobos. Ils sont pas de la gauche. Bon, bobo, mais c'est de la fausse gauche, là. C'est de la gauche sociétale. C'est sûr que c'est la gauche caviar. Non, puis, c'est même pas de la gauche caviar, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le caviar. C'est de la gauche globaliste. Oui, mais ils ne savent même pas ce que c'est que le globalisme. Oui, mais ils y adhèrent. Ils y adhèrent, OK, en croyant s'y opposer. Voilà. Hein? Alors, c'est d'un ridicule total. C'est ça. OK. Le monde s'en Alors, l'avenir du PQ, bien écoutez, finalement, je vais vous dire bien franchement, ça pèse pas lourd dans la balance. Alors, il ne reste pas grand temps pour eux autres de décider... S'ils n'arrivent pas à retrouver leurs racines très, très vite, ils sont morts. Ouais. Ils vont voir par rapport aux propositions de la CAQ de politique, parce que là, il y a deux choses. Hein. Dans la CAQ, on a de l'air de se réjouir de la CAQ, mais il y a quand même, faut garder... une certaine distance critique. Oui, une certaine distance. Une vigile, surtout sur le fait que, et on l'a illustré sur le site Vigile, avec des articles, des dossiers sur le fait que François Legault est très sensible. On ne peut pas lui donner le bon Dieu sans confession, lui. Non, c'est ça. Puis Christian Dubé, c'est un antinationaliste et il s'est fait, dès qu'il a embarqué sa patinoire, on a vu que Québécois Média l'a mis en échec. Dans la bande, il est sorti, on y est revenu juste à la fin, OK? Ouais. Mais c'était un gros numéro pour les réseaux affairistes et puis il y a Chassin, etc. Donc, il y a à garder un œil critique de ce côté-là, mais du point de vue culturel, je crois, Legault, quand il dit... Parce qu'il aurait pu reculer aujourd'hui là, sur... Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, là. Puis sa jeune Guilbeault, là, en a ajouté du piment à la sauce. Ouais. Et là, demain, on va voir s'il va la désavouer, mais je pense pas. Parce que c'est pas le temps. Ça serait très maladroit de sa part. Très maladroit. Et puis ça vient juste de... Il compromettrait toute sa crédibilité. Ben oui, c'est évident. Alors, maintenant, l'avenir du projet souverainiste dans un contexte pareil. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que la souveraineté, c'est un projet perdu, oublié. Pas du tout, au contraire. Je pense qu'il n'a jamais été autant d'actualité. Ben oui, parce qu'on change de code de stratégique, là. On tombe dans la réalité, là. Sauf qu'il faut comprendre que la clé de la souveraineté, c'est pas le référendum.
Dites ça au monde, là, parce que là... C'est très important de comprendre que la clé de la souveraineté n'est pas le référendum. Je vais même vous dire une chose. La clé de l'enfermement, c'est le référendum. Ben oui! Il n'y a pas pire piège pour les souverainistes que celui du référendum. Et pour des raisons évidentes, c'est des fédéralistes qui l'ont inventé. Ben oui, puis gars, en enlevant ça, on peut au moins donner ça à François Lisée, là, il l'a enlevé, puis là, oups, les libéraux se retrouvent dans la poubelle. Mais malheureusement, il n'a fait aucune pédagogie. Il n'a absolument pas expliqué pourquoi il était nécessaire de renoncer au référendum et pourquoi c'était finalement la meilleure solution. Ben oui, mais il ne peut pas le dire, parce que vous n'êtes pas avec du monde qui disent « Je suis indépendantiste, référendum, souveraineté. Pas de référendum, pas de souveraineté. » Vous êtes pogné avec ça, là? Complètement idiot. Ah non, mais vous êtes pogné avec ça. Moi, je les appelle des peu réduits de Moi, j'ai compris ça, là. C'est pas compliqué. Ça faisait même pas 2 mois que j'étais en poste comme ministre. J'ai compris qu'on était piégé avec le référendum. On est piégé par l'histoire depuis très longtemps. Et j'ai malgré tout continué à faire semblant jusqu'au référendum. Quand vous êtes pogné dans la machine, là, vous êtes dans le train, là, vous ne pouvez pas dire... Non, ben non, j'avais pas le choix, là. On s'en va pas dans la bonne direction. Non. Tout le monde est... Pourtant, Dieu sait si j'ai été tenté de le faire, mais je me suis retenu. Et finalement, je suis bien content de l'avoir fait. Ouais. Parce que c'était pas le temps. Non, ça n'aurait été pas correct, parce que vous auriez passé pour le crackpot épouvantable d'histoire. Bon, et c'est ça. Mais on comprend qu'il y a beaucoup de monde qui ont été brassés du fait d'avoir été enfermés dans ce cadre stratégique-là. Ce cadre stratégique-là, je veux juste dire 2 mots là-dessus, c'est que je vais travailler avec des gens, dont vous, sur qu'est-ce qui nous a enfermés dans ce piège-là de l'histoire, puis comment en sortir, puis on va revenir sur le temps long pour chercher les clés. Et puis donc, on va voir que le conservatisme, par rapport au libéralisme, c'est deux grands épisodes de notre vie, là, sur 400 ans d'histoire, le temps long de notre histoire. Et puis donc, on va voir d'où vient notre force et d'où vient notre faiblesse par rapport à ces deux thèmes-là. Puis on va comprendre qu'on doit notre survie au conservatisme. Ben oui, et là, curieusement... C'est en train de se refaire. Il y a beaucoup de conservatisme du côté de la CAQ, je regrette, là. C'est un centre de gravité historique, là, puis on y revient. En tout cas, c'est un centre de gravité historique pour nous. En fait, ça a été, finalement, la condition sine qua non de notre survie. Ah oui, puis le monde n'a aucune idée, mais on va illustrer. On va illustrer en temps et lieu. On va leur expliquer. Avec des témoins. Tu sais, à part ça, avec des témoins. Ouais. OK. Gros job. Donc, essentiellement, ce qu'on peut dire, et on peut répéter avec la même énergie que le faisait le chanoine Gros, notre État français, nous l'aurons. Nous le voulons, nous l'aurons. Il faut persister dans notre être national. Et là, on y revient. Et là, il faut chercher à reconstituer notre rapport de force et, de nouveau, à nous positionner sur égalité ou indépendance, c'est ça comme l'a fait Daniel Johnson. Ben oui, là, on revient sur les fondamentaux qui avaient été établis à ce moment-là, puis qu'on a perdu de vue avec « le référendum ». C'est ça. OK, c'est ça. Et vous avez été brassé là-dedans. Ouais. Avouez. Ah, très brassé. OK. OK. Et il faut revenir également au chanoine Gros qui disait « La souveraineté et l'indépendance, pensez-y tout le temps, n'en parlez jamais. » C'est ça. C'est pas un projet que tu avances en jouant de la trompette. Là. Regarde, tu fermes ta gueule puis tu fais cette affaire. Et là, il y a une dynamique politique qui mène vers ça. Qui mène à ça. Ben et oui. puis, on sait... plus que on sait maintenant de quoi cette dynamique sera faite. Ben, on a un déclencheur. On a un déclencheur. D'être aujourd'hui. Mais il y a également d'autres points sur lesquels l'affrontement va devenir très fort avec le gouvernement fédéral. Et les autres provinces, la péréquation, par exemple. Ah oui, on a un gros dossier là-dessus. On a un gros dossier là-dessus. Et on sait fort bien que le fédéralisme canadien, fondé sur cette redistribution de... C'est le ciment. C'est inutile. C'est pas viable. Pourquoi?
parce qu'on ne crée plus de richesse. C'est ça. Tout ce qu'on crée à l'heure actuelle, c'est de la dette. Ce que je vous avais... Et ce que je te dis là, retiens bien ça, c'est fondamental. Depuis 1985, le Canada, les pays développés, ne créent plus de richesse, ils ne créent que de la dette. Écoutez, en octobre, chaque année, le Bureau parlementaire du budget à Ottawa publie un rapport, OK? C'est à peu près ce qu'il y a de plus objectif là, sur l'évolution de la fiscalité dans le fédéralisme. Et qu'est-ce que dit le rapport octobre 2018? Allez-y, Bureau parlementaire du budget, octobre 2018, OK? Et aucune province n'est viable à part le Québec sur le long terme, OK? Aucune province n'est viable. C'est pas le Québec qui dit ça, c'est pas... C'est le Bureau parlementaire du budget. C'est ce qui est à peu près de plus objectif par rapport aux paramètres fiscaux. Le Bureau parlementaire du budget à Ottawa déclare que la seule province qui est viable à long terme, très long terme, c'est le Québec. OK? Et donc, là, ils disent, et repris par le National Post Toronto... Loin d'être un ami du Québec. C'est ça. Et eux autres, ils disent, ouais, ben là... Dans ce cas-là, Ottawa va devoir transférer des points d'impôt aux provinces qui appartenaient aux provinces avant le fameux effort de guerre où ce que toutes les provinces ont cédé leur impôt direct à Ottawa. OK? Alors donc, là, on est dans une situation où il y a une ouverture. On va y revenir. Puis alors, quelle va être la conséquence d'un transfert comme cela s'il survient? Fini. C'est la fin du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral n'aura plus tout simplement les ressources pour intervenir comme il le fait dans le fonctionnement du système. Le problème, c'est que j'ai déjà parlé de ça à des gens, des députés du Bloc. Hein? Puis, mais ils ne la voient pas, pas tellement d'écoute, parce qu'eux autres, ils se disent, oui, mais si on améliore le Canada, ça nous... Mais c'est pas notre job d'améliorer le Canada. Mais non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas dans les argumentaires, on est dans les rapports de force. Fait que si tu y enlèves du potentiel à Ottawa puis tu le transfères au Québec, tu viens de changer l'équilibre des rapports de force. C'est pas très compliqué à comprendre. Alors donc, on travaille là-dessus. Et alors, tu vois, tout ça survient dans le contexte et c'est le dernier sujet qu'on a sur l'actualité nationale, dans le contexte de la déroute du Canada face aux États-Unis dans la négociation du libre-échange. Écoute, c'est pas rien, là. Allez-y donc. Parce que c'est une continuité, tout ça, là. C'est pas un hasard. Le Canada, qui a misé depuis 20 ans tout sur sa relation privilégiée avec les États-Unis, découvre que les États-Unis ne sont pas des amis, que les Américains ont des intérêts et que ces intérêts-là sont différents de ceux du Canada. Mon Dieu! Et que les rapports de force... Alors, tu comprends que la mondialisation cherchait à briller, à cacher, à masquer toutes ces vilaines réalités-là. Mais les réalités, là, ressurgissent. Pourquoi? Parce que les États-Unis réalisent qu'ils s'en vont chez le diable, OK? Et puis, le slogan de Trump, c'est « Make America Great Again ». Quand il dit ça, « Make America Great Again », il ne dit pas ça contre le Canada ou n'importe qui. Il dit ça pour les États-Unis parce que depuis 1985, tu sais, quand je t'ai dit qu'on ne créait plus de richesse, les États-Unis n'en créent plus non plus. OK? On crée de la dette. Et les Américains créent de la dette bien plus vite que nous et à des niveaux bien supérieurs aux nôtres. Alors, là, il faut qu'ils essaient par tous les moyens de rapatrier de la capacité de créer les bases de la création de richesse réelle aux États-Unis. Plutôt que virtuelle. Plutôt que virtuelle. Arrêter de miser sur le développement des services financiers, rapatrier des bases manufacturières. Des bases industrielles aux États-Unis, faire en sorte que les États-Unis deviennent de nouveau une puissance industrielle qui va leur donner, en même temps, leur ramener une classe moyenne. Parce que la classe moyenne a été décimée depuis 20 ans. Qui est le fondement de l'État de droit. Hein? Qui est le fondement de l'État de droit. Bon. Alors, tu vois l'impact que ça a. Et le Canada, là,
S'imaginez que ouais, tout est beau, savez, tout est rose, etc. Hey, un instant, là, les petits amis. La citation de Lord Palmerston, là. Ouais. Hein? Les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis permanents, que des intérêts permanents. Et là, lui, il a décidé que les rapports de force bruts, plutôt que d'être dans un jeu multilatéral, allaient se jouer one-on-one. Bilatéral. One-on-one, one-on-one, one-on-one. Et là, ça. Il gagne tout le temps parce que... Ben oui, et puis regardez, c'est même pas astucieux. On est en train de transiter vers l'international. Ben c'est ça, c'est violent. C'est violent. Et la violence dont vient de faire preuve Trump dans ses négociations avec le Canada constitue un signal pour le Canada que les États-Unis ne sont pas... No more nice guy. Ne sont pas des amis, là. C'est un adversaire. OK? Et un adversaire dont il faut se méfier et contre lequel il faut se prémunir. Et le Canada... D'où l'ouverture vers la Chine, là. Et l'Europe, même. L'Europe, même, oui. OK? Et voilà la situation dans laquelle on se trouve et la situation dont Justin Trudeau hérite et il a pensé naïvement que parce qu'il entretenait des bons rapports, il était gentil, il montrait ses chaussettes à Washington, que ça allait nécessairement... Ben oui, puis il est allé leur dire comment c'est important, respecter les transgenres. Bon, ben écoutez, là. Hein? Big time. Bon, alors, on va rester là pour ce qui est de l'actualité nationale. Et on vous revient dans quelques minutes avec l'actualité internationale. Ben, c'était une bonne transition que vous avez faite, là. Je vous félicite.
Alors, nous voici de retour, Jean-Claude, pour la deuxième partie de cette édition du Après 3 la grosse octobre. chicane de la première partie. Ben oui. La deuxième partie de cette édition de Point de bascule du 3 octobre 2018, mercredi, 2 jours après les élections au Québec. Mais bon, c'est le volet international qu'on aborde maintenant, puis on l'aborde avec les États-Unis. Alors, écoute, les États-Unis, là, ils s'en passent-tu des affaires là-bas? Un euphémisme. Oui. Mais toute la semaine a été concentrée sur cette question de la ratification de la nomination du juge Kavanaugh par le Sénat pour son accession à la Cour suprême. Et on sait dans quel contexte ça s'est produit, on sait les déclarations de cette dame, une psychologue, il faut quand même le souligner, Mme Ford, qui a prétendu qu'elle avait été violée. Mme Ford? Oui. Oui, OK. OK, violée. Alors, écoute, c'est des faits qui remontent à 37 ans. Violée. Et Mme Ford, ça vaut la peine de le souligner. Moi, je ne l'ai pas vu souligner nulle part, mais moi, ça m'a frappé. Mme Ford, au moment des événements qu'elle relate avec beaucoup d'imprécision, parce qu'elle n'est même pas capable d'être certaine que son agresseur est bien le juge Kavanaugh, parce qu'il est déjà juge au Circuit Court, donc en cour d'appel aux États-Unis. Elle n'est même pas sûre que ce soit lui son agresseur. Déjà, ça pose un méchant problème. Et deuxièmement, elle avait 15 ans au moment des événements. Écoute, quand tu regardes son témoignage, là, elle participait à des orgies à 15 ans. À des orgies? Oui, carrément. Là, c'est pas juste des petits parties d'adolescents, un peu de boisson. Des orgies avec multiples partenaires sexuels, avec de l'alcool à couler partout, avec du pot, en veux-tu, en v'là? Oui, j'en veux. C'est légal bientôt. C'est pas encore le temps, là. Reste tranquille. OK, on le fait calme. Allez-y. OK. Et puis, elle avait 15 ans. Moi, j'ai eu une fille de 15 ans. Elle en a aujourd'hui 35, mais ma fille, à 15 ans, là, elle faisait pas ça. Alors, tu te dis, là, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. OK? De quelle façon elle a été élevée? Que faisaient ses parents? Où étaient-ils? Comment se fait-il qu'ils aient pu tolérer qu'elle... En tout cas, elle est victime d'abord de l'incurie de ses parents. OK? Et ensuite, elle est victime du milieu de complaisance totale dans lequel elle a été élevée, et puis dans lequel il était normal pour une fille de ce 15 ans de se retrouver dans des... Ça n'a pas de bon sens. Bon, alors, on cherche à faire un procès, à accuser le juge Kavanaugh, alors que lui-même prétend n'a rien avoir à faire. Tous les témoins qui ont été cités par Mme Ford se sont défilés. On dit, ben là, on ne sait pas trop, là. Bref, il ne reste rien. Et vendredi dernier, au moment où on devait passer à l'étape suivante pour la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême, les démocrates sont parvenus à imposer ou à faire en sorte que le gouvernement, que le président demande un supplément d'enquête au FBI. Le FBI a cherché à communiquer et avec le juge Kavanaugh et avec Mme Ford. Ils ne veulent pas, ni l'un ni l'autre, témoigner, en dire plus. Le FBI est pris avec le témoignage tel qu'il a été déposé à la commission sénatoriale. Et vraisemblablement, écoute, il y a toutes les raisons d'anticiper qu'ils vont donner le feu vert. Tout simplement en l'absence de toute preuve. Et les républicains avaient demandé à une spécialiste, une femme, justement des crimes sexuels, d'évaluer la situation. Et dès la semaine dernière, elle disait, écoutez, sur la base de la preuve, là, surtout sur la base d'absence de preuve,
cette affaire-là ne mérite aucunement aucun supplément d'enquête et il n'y a pas de matière. Alors, c'est une femme qui rend cette décision-là. C'est quand même pas léger, là. Je ne sais pas. Parce que, bon, si on avait pris un homme, il y aurait toujours eu la question de soupçonner... Ah oui, les hommes blancs de 55 ans contre les femmes de patriotes. Voilà. Ça fait des vues, là. C'est une femme qu'on est allé chercher, puis c'est une des plus éminentes spécialistes des crimes sexuels aux États-Unis. Alors, elle a dit, il n'y a pas matière à... Mais peu importe les détails, le timing de ces histoires de femmes-là qui arrivent au moment d'un temps fort politique. Le timing, non seulement le timing, mais la couleur du temps. On est dans une couleur du temps où l'homme blanc est coupable, il n'y a plus de présomption d'innocence qui joue, il est a priori coupable. Ben oui. Puis là, dans le contexte politique d'une élection en mi-mandat, là... Et alors, hier, dans un geste qui est assez surprenant, Trump est allé déclarer que les temps étaient vraiment durs pour les hommes blancs, que c'était vraiment préoccupant, et qu'il n'y en avait plus aucun qui était à l'abri d'une poursuite. D'une dénonciation de cette nature-là. De cette nature-là. Qui peut être vraie, qui peut être fausse, mais... Alors, tu comprends fort bien que sur le plan politique, ce geste-là a un sens. Quel est ce sens? Ce sens est que Trump vient de renoncer au vote des femmes. Il vient de comprendre qu'il est bien mieux de défendre à fond de train les hommes blancs que de défendre les femmes. Bon, mais il y a beaucoup de femmes qui peuvent dire, oui, il y a des femmes Pourquoi renoncent-ils à défendre les femmes? Parce que leur mauvaise foi dans ce dossier-là, et la façon dont elles l'ont joué, est avérée. Et les preuves sont sur la table. C'est instrumentalisé pour des raisons des fins politiques. Purement politiques. Oui, c'est ça. C'est le mouvement féministe, là, vient d'en manger toute une. Oui, parce qu'à partir du moment où c'est instrumentalisé, tout ça, d'autres cas qui pourraient être très réels, mais là, à chaque fois, c'est une manipulation, c'est-tu... Et ça nuit à leur cause, finalement, que politiquement, ça soit instrumentalisé dans un grand jeu qui est le jeu de pouvoir aux États-Unis. En fait, la preuve est faite qu'elles se font manipuler. Mais ils sortent toujours... Et le pire, c'est quand même incroyable. C'est ce qui s'appelle passer de Charybde dans Scylla. Tu sais, quand cette expression, vieille expression, là, désignait les deux rochers à chaque extrémité de la Sicile, un qui s'appelait Charybde et l'autre qui s'appelait Scylla. Et quand les navigateurs étaient pris du temps de la Rome antique là, et de la Grèce antique, dans les tourments des tempêtes, ils étaient ballottés entre Charybde et Scylla. Bon. Hey, vous en avez de la culture? Bon. Hey, André, on apprend-tu des choses, là? Incroyable! Okay. on le réinvite. OK. Alors, c'est bon, son point de bascule. Tu sais, les femmes sont passées là, d'une situation où elles étaient sous l'emprise des hommes à une situation dans laquelle elles se retrouvent de nouveau sous l'emprise des hommes, mais d'une toute autre façon. Pourquoi? Parce qu'elles sont incapables, qu'elles se sont démontrées incapables de faire preuve d'un sens suffisamment critique pour voir de quelle façon elles étaient utilisées. Elles se font utiliser. Il ne faut pas généraliser, là, parce que... Mais il faut comprendre, on est avec les États-Unis, là, puis ça, c'est juste un épisode, OK? C'est tout à fait. OK, un épiphénomène de... Non, un épisode puis un épiphénomène, c'est pas nécessairement la même chose. C'est un épiphénomène d'une guerre civile à l'intérieur des institutions aux États-Unis. Et ce qui m'amène, justement, à souligner que tout ceci se déroule dans un contexte d'une multiplication des fractures sociales et politiques aux États-Unis. Ben oui. Ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce qu'il y a un vacuum qui est en train de se créer. J'ai une idée. Vas-y. C'est que Trump, puis ça, c'est quelque chose qui tranche avec l'historique des États-Unis, mettons, des derniers au moins 40 ans, OK? Trump arrive, quand il dit « Make America Great Again », sur une grande partie de la politique qu'il va exercer, là,
c'est un souverainiste. Ben oui. Alors qu'il est dans un monde qui vogue vers le globalisme. C'est ça. OK? Et sa déclaration aux Nations Unies, il a dit « Je suis contre le globalisme, je suis un patriote. » Et qu'est-ce que c'est qu'un patriote? C'est un souverainiste. Ben, c'est quelqu'un qui dit Alors, ma patrie. Imagine-toi à quel point, quand tu t'appelles Justin Trudeau, cette déclaration-là peut constituer une provocation. Ben oui, parce que ça renvoie à toi, Justin, t'es-tu souverainiste? Exactement. Allô? On s'amuse. Justin, au moment de son élection, vantait que le Canada... Post-national. Écoute, on est fini. Écoute, es-tu ramené à la réalité par Trump? Un instant post-national, là où tu t'en vas de même avec tes claques. OK? C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Mais méchant choc de la réalité. Le problème parce que là, on va arriver plus largement à l'international, c'est ça. C'est que Trump est un souverainiste pour Make America Great Again, sauf que sur sa politique extérieure, il est complètement soumis au dictat de l'Israël. Et puis là, il n'est plus de l'État profond. Non, ça va ensemble. Pour moi... Je peux le démontrer. Le lobby israélien fait partie de l'État profond. Oui, mais je ne veux pas singulariser exagérément Israël. Oui, vous pouvez prendre votre distance, mais la réalité qui s'impose, c'est celle-là. Et aujourd'hui, le secrétariat d'État américain, Mike Pompeo, sous une décision de la Cour internationale de justice qui blâmait les États-Unis pour l'utilisation des sanctions dans le dossier iranien, a décidé qu'il niait compétence à la Cour internationale de justice. Donc, il se désistait, il se sortait, les États-Unis se sortaient d'une annexe d'un traité qui avait été signé, auquel les États-Unis avaient adhéré sur l'attribution d'une compétence à la Cour internationale de justice pour arbitrer les différends entre États. Donc, une instance supranationale. C'est ça. Et donc, on revient au bilatéral. Et voilà. Bien en flécher un autre. Alors, tu sais, il est en train de miner, mais de façon systématique, toutes les institutions internationales. Donc, le fameux ordre international, le fameux ordre mondial, le globalisme, c'est les États-Unis qui sont... C'est Trump, en tout cas, qui est en train d'en miner les fondements les plus solides. C'est ça. C'est assez remarquable comme développement. Alors, tout ça dans un contexte d'explosion des sanctions utilisées par les États-Unis contre l'Iran, contre la Russie, les pires des menaces même, contre l'Inde qui s'apprête demain là, à signer un traité avec, un contrat avec la Russie pour l'achat de missiles système S-400. Des missiles défensifs. Mais malgré tout, les Américains sont vexés, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique et sur le plan militaire, parce que l'Inde se désolidarise du bloc occidental et surtout cesse d'acheter américain. Oui, mais c'est plus que ça. C'est que les batteries S-400, comprenez, pour moi, ça représente la souveraineté. Exactement. Ça représente la souveraineté parce que c'est une batterie qui est tellement élevée techniquement parlant qu'ils ne peuvent pas se faire imposer quelque chose. Un ordre. En fait, toute la suprématie militaire américaine, depuis la Deuxième Guerre mondiale, repose sur l'aviation, l'utilisation de l'aviation pour contrôler. Ouais. Bon. Alors, c'est fini. Avec les missiles les S-400, une aviation étrangère ne peut plus pénétrer un territoire. C'est ça. Donc, la souveraineté sur le territoire assurée par les S-400, donc c'est l'instrument de la souveraineté. C'est ça. Et là, je ne sais pas où on est dans le temps, là, mais c'est sûr que sur la planète,
quand les États-Unis sortent de leur America Great Again, on arrive à... ils jouent la game du globaliste. Tu comprends maintenant pourquoi la Turquie veut acheter des S-400? Et ils les achètent. Et ils les achètent. Ils vont être livrés. Tu comprends aussi pourquoi l'Arabie Saoudite, même l'Arabie Saoudite, achète des S-400. Tu comprends pourquoi Abu Dhabi achète des S-400? S-400, point de bascule. Voilà. C'est un méchant point de bascule. C'est un méchant point de bascule parce que là, les gens peut-être qui ne nous suivront pas tout à fait, là, mais c'est important parce qu'à partir de cet instrument-là, le monde peut se mettre à l'abri de l'hégémonie américaine militaire. OK? De l'hégémonie de n'importe qui. De n'importe qui. Donc, vous assumez votre souveraineté sur votre territoire. Donc, il y a deux propositions. Le globaliste... On ne peut plus vous soumettre par la voie aérienne. C'est ça. Et qui est le levier de la doctrine souverainiste? Les Russes. Voilà. OK? Et là, ils se déploient tranquillement dans un grand jeu qu'on va pouvoir explorer. Alors, d'où une amplification, absolument monumentale, là, de la rhétorique guerrière. Ben oui, c'est ceux qui vont japper. Les Américains là, qui sont en train de découvrir que leur hégémonie, leur domination, leur domination à laquelle dont les assuraient leurs armes, est désormais remise en question. Ben oui. C'est fini. Ils n'ont plus le contrôle. Et en Syrie, ce qui vient de se... on arrive justement au cas de... Ah oui, non, Syrie. On va aborder le cas de la Syrie avant le cas de la France. En Syrie, c'est ce qui vient de se passer. L'avion Ilyushin 20 qui transportait des spécialistes de l'armement électronique russe, qui a été abattu par les Israéliens. Elle n'a pas été battue par les Israéliens, mais a été mis en trappe dans une opération où finalement, elle va être abattue, mais la faute va être attribuée aux Israéliens. La faute va être attribuée aux Syriens, c'est ce qui est important de retenir. Par Poutine. Et puis, alors... Et ça donne le prétexte à arriver avec une batterie aérienne pour les Syriens. Une batterie, attention, 6 ou 8 batteries, OK, de S-300, avec tout le matériel électronique de soutien. Selon le général Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe, 49 pièces d'équipement, OK, qui ont été livrées en Syrie au cours des derniers jours. En fait, si tu vas sur certains sites... Ben oui, on a les photos de l'avion qui non seulement les photos, on a des vidéos. Ben oui. OK, c'est pas rien. Ils veulent être sûrs que... Puis ils veulent s'assurer... Pour quelle raison on voit des vidéos tout à coup, alors que toutes ces affaires-là étaient traditionnelles? Mais ça, c'est votre point de vue, hein? Ils veulent s'assurer qu'on comprend bien qu'ils sont en train de prendre les mesures nécessaires pour contrer celles d'Israël et des États-Unis. Mais que pour la population le sache. Non seulement la population, mais que le gouvernement israélien... Ah, ça, ils savent, ça. Eux autres, ils savent par leur... Oui, mais ils ne pourront même plus jouer là-dessus. Non, là, ils ne peuvent pas dire à la population, regarde, c'est pas ça qui se passe. On ne savait pas. Non, c'est ça l'histoire. OK, c'est ça. On est dans les coms. On est dans les coms, et c'était incroyable de voir la quantité, mais la quantité phénoménale d'informations qu'on nous déverse sur la... Voici la game. Voici le portrait. OK? J'en reviens pas. Mais oui, c'est parce que personne ne nous communiquait ça. C'est autant de la guerre froide, là, ce genre de choses-là. Qu'on cachait partout. La moindre photo d'un port, d'un bateau dans un port. C'était tabou. Condamné à mort. Okay. Aujourd'hui, là... Ben oui, c'est ça. Mais l'affaire est qu'on n'a pas, mettons, dans nos médias, le tableau. Voilà. On n'a jamais le tableau. Alors là, on l'a. Fatigant. Là, on l'a. On l'a quand on va dans d'autres... on comprend également que, très habilement, Poutine s'est trouvé à utiliser le temps qu'il avait entre le moment où il concluait l'accord à Sochi et où, avec Erdogan, et où cet accord-là devenait opérationnel, c'est toi le 15 octobre. Ouais. Ça, c'est vous parlez de l'accord, je m'excuse, 30 secondes, sur la province d'Idlib. Idlib, c'est ça. Qui est la dernière comme à libérer des terroristes. Et là, ça braille de partout. Je te remercie de le préciser parce que moi, des fois, je vais vite. Oui, oui. OK?
Mais, puis tout le monde ne comprend pas nécessairement parce qu'il faut vraiment suivre l'affaire dans les détails pour comprendre ce qui se passe. Fiez-vous pas sur Radio-Canada. Là. Non, certainement pas. Okay. Alors, mais c'est important. C'est important parce que Moscou, Poutine, a profité de la situation pour renforcer la Syrie et faire en sorte que la Syrie se trouve désormais à l'abri des attaques que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis comptaient livrer en utilisant un prétexte d'armement chimique, etc. Et que ça y est, c'est fini, ils ne sont plus capables. Ah ouais. Ils ne sont plus capables de pénétrer l'espace aérien syrien. Non seulement ne sont-ils plus capables de pénétrer l'espace aérien syrien, mais la portée des systèmes de défense mis en place permet aux Russes et à la Syrie, à travers le système de contrôle conjoint qu'ils ont, de suivre, d'être capable de voir les appareils israéliens quitter un aéroport israélien et anticiper sa destination. Déjà être ciblé. Il est déjà ciblé. Il est déjà dans la mire des systèmes. Fait que et quand ils ont fait la fameuse manœuvre pour finalement faire que l'avion russe va tomber et puis qu'il va y avoir 15 morts, eux, ils pensaient quoi, là, les Israéliens, là-dedans, là? Bien, justement, ils n'ont pas pensé suffisamment. Ouais. OK? Ils n'ont pas réalisé que ça ouvrirait pour les Russes le prétexte dont ils avaient besoin pour renforcer. Puis mettre fin à une entente qu'ils avaient avec l'Israël à l'effet qu'il n'allait pas renforcer cette couverture aérienne des Syriens. C'est ça. Mais là, prétextant que pour protéger leur monde, on dit, bien, ils n'ont pas le choix, là. On n'a pas le choix. Vous avez failli à l'entente qu'on avait avec vous. D'une habileté... Non, mais à chaque fois qu'il y a une faute de l'adversaire, il gagne du terrain. Et vous savez, c'est quoi ça? Quoi? C'est le jeu d'échecs. C'est le judo, non. Le jeu d'échecs, la même chose. C'est le jeu d'échecs. Savez-vous c'est quoi ce jeu-là? Oui. OK? Le jeu d'échecs, il a été pratiqué pendant longtemps avec toutes sortes de sparages, puis là, bon. Mais à un moment donné, il y en a un qui a approché ça d'une façon systématique, c'est le jeu positionnel. Et c'est des gains d'espace sur des petits, parce qu'il y a 64 cases, il y a plusieurs pièces, mais lui, il dit non. C'est un jeu de territoire. C'est ça. On se concentre sur 4 cases. Oubliez 64. 4 cases. Prenez l'avantage là. Après ça, prochain 4 cases. Élargissez. C'est ça. Et donc, c'est le jeu positionnel. Et c'est la théorie moderne des échecs. C'est Stenson. OK? C'est lui qui a dessiné les pièces aussi dans les tournois. Bon. Et donc, c'est ça. Et c'est la même chose que Sun Tzu. Accumuler des avantages. Alors, Sun Tzu, c'est qui? C'est le grand arrière-grand-père des géopoliticiens. Okay? Alors donc... C'est un général chinois qui remonte au temps. C'est ça, mais on ne sait pas et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « L'art de la guerre ». C'est ça. Et donc, il disait, la meilleure victoire que vous allez avoir, c'est une victoire que vous allez obtenir sans livrer la bataille. Autrement dit, vous allez avoir accumulé des avantages tels que l'autre se rend. OK? Et ça, c'est quelque chose que les... Sans que même une bataille soit nécessaire. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que le Parti québécois n'a pas compris. Pas du tout, le mouvement souverainiste. Et vous étiez là. Je reviens vous danser. Oui, je suis correct. Non, mais c'est ça. Je t'ai dit, j'assume. Oui, mais c'est parce que ce que vous disiez sur Poutine, sa façon de, à chaque fois, tirer un avantage d'une faille... C'est ça. OK, parce que là, on essayait de le provoquer, il faut bien comprendre. Parce oui, que on cherchait à l'obliger à commettre une faute. Oui, OK, à répondre à ça, puis là, c'est le feu d'artifice qui arrivait. OK, alors qu'il n'était pas prêt, parce qu'il faut comprendre qu'en Syrie, les Russes sont là, au centre du jeu, ils deviennent déterminants, mais autour d'eux, il y a 10 fois plus de puissance de feu immédiate en termes d'aviation, etc. Alors donc, sa marge de manœuvre est limitée. Mais ils gagnent du terrain à chaque fois. Et le résultat est qu'avec ça, je veux dire, le positionnement militaire au Moyen-Orient s'en trouve modifié. Ben oui. Écoutez, savez-vous c'est quoi la Syrie? Hein? Ouais. Vous savez, la Syrie, là, c'est... Qu'est-ce que tu vas me sortir encore? Non, mais c'est parce que vous avez la géopolitique des gazoducs, OK? Ouais.
la plus grande réserve au monde, c'est l'Iran et le Qatar. Ouais. Ça passe par la Syrie. Ouais. OK? Alors, et ça, c'est un élément, OK? Et c'est aussi l'axe de résistance entre l'Iran puis le Hezbollah, du Liban, etc., contre l'Israël et sa vision d'expansion, le grand sillon, etc. Et donc, il faut qu'il élimine la résistance autour. Écoutez, c'est big, là, la Syrie. Oui, non, on se comprend. Alors, c'est un enjeu stratégique de première importance. Ah oui, oui. Okay? Et à l'heure actuelle, les puissances occidentales ont perdu la partie. Mais ils ne veulent pas concéder. Okay? Ils ne veulent pas concéder de la même façon que, même devant la défaite au Vietnam, les Américains ont refusé de concéder jusqu'à la dernière Oui, ils ont entraîné des dizaines de milliers de morts de leur côté. Inutilement. C'est ça, exactement ça. Exactement. Okay. Il y a une série incroyable de PBS qui vient de... Oui, que j'ai vu. C'est extraordinaire. On voit là que le politique, ceux qui veulent la guerre, c'est pas les militaires. Pas du tout. Ce sont les politiques et ils ont laissé mourir des Américains pendant longtemps parce qu'ils savaient que c'était fini, mais ils ne pouvaient pas politiquement le dire. Et donc, eux autres, ils allaient mourir là. Kennedy, en 1962, savait que la guerre du Vietnam était perdue. La fameuse guerre du Vietnam a duré jusqu'en 1975. Ben oui, comprenez? Okay? Et donc, pendant 13 ans, les Américains ont investi des sommes énormes, du matériel énorme. Cette série-là... L'agent orange, les défoliants et tout ça, ont tué du monde d'une façon C'est horrible. Pareil au Moyen-Orient. Américains comme... Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas... Politiquement, ils ne voulaient pas reconnaître la défaite. C'est ça. Ils ne voulaient pas assumer politiquement. C'est ça, exactement ça. Bon. Et c'est la même chose qui se produit à l'heure actuelle au Moyen-Orient. C'est ça. Et ils sont prêts avec la rhétorique guerrière, à nous amener au bord de la Troisième Guerre mondiale et peut-être même dans la Troisième Guerre mondiale, justement parce qu'ils refusent de reconnaître ou d'admettre la défaite. Non, c'est ça. Bon. Ça, c'est dramatique. C'est ça qui est inquiétant. Bon. Mais là-dessus, Trump, il n'est pas du côté des intérêts. On va laisser le dossier sur rien là-dessus parce qu'on vient déjà d'en dire beaucoup. Il nous reste 2 choses à discuter. Pas vraiment discuter parce qu'il faut juste faire état de ce qui se passe en France à l'heure actuelle. C'est épouvantable. C'est la déroute complète de Macron. Il a perdu au cours des derniers mois 2 ministres importants, Nicolas Hulot notamment à l'environnement. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, là. Il est en train de perdre un fidèle des fidèles, Bertrand Collomb, qui était maire de Lyon et qui était ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur? C'est gros, là. Le ministre de l'Intérieur, prenons le ministre de la Sécurité au Québec, puissance 25. Ah ouais. OK? C'est vraiment gros. Et c'est tout le renseignement intérieur, c'est tout le contrôle intérieur. Et depuis la Révolution française, je te prie de me croire que le contrôle intérieur en France, en fait, même depuis Fouché, c'est pas compliqué, même avant la Révolution, le contrôle policier est incroyable. Alors, un peu comme la Stasi en Allemagne de l'Est, là, on ne le dit pas, mais en fait, c'est ça. OK? Et donc, le ministre de l'Intérieur remet sa démission. Macron lui dit « je ne l'accepte pas », et puis Collomb la maintient. Et Collomb, il est maire de Lyon. Lyon, il est important de le savoir. Lyon, jusqu'à 1920, c'était la 2e ville française du monde. Lyon a été détrôné de sa place de 2e ville française du monde par qui? Par Montréal. En 1920, entre 1878, où Montréal n'était rien du tout sur la carte francophone du monde, et 1920, Montréal s'est taillé la place de 2e ville française du monde. La revanche des berceaux. La revanche des berceaux, l'exode rural vers Montréal. OK? C'est gros. Mais Lyon, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille ville. Une vieille ville qui était un grand marché. Comme Troyes en Champagne. Troyes en Champagne, c'était le drap, les drapiers.
Évidemment, c'est maintenant le Champagne. Mais à Lyon, c'était la ville des soieries. OK? Puis il y a eu des révolutions. Il y a eu une époque, là, les canuts, ceux qui étaient engagés par les... C'est une ville, là, qui a une histoire longue, profonde, et une histoire essentiellement française, et qui aujourd'hui fait face à une invasion de migrants. Et Colomb s'est trouvé ministre de l'Intérieur, venant de Lyon, comprenant, comme peu d'autres, mais comme peu d'autres politiciens peuvent le faire, C'est bon, ça. toute l'histoire de la dynamique de l'immigration et des conséquences que ça a sur le tissu social et politique d'un milieu. Et il n'est plus capable, devant ça, là, il voit la situation se détériorer à Lyon et il choisit de... Mais Parce que, de toute façon, il sait fort bien que la situation n'est pas tenable au niveau, à l'échelle du pays. oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer au problème. Voilà. On est dans le globalisme et ces élites globalistes-là contrôlent la France. Ils sont dans la trahison nationale. Et ne sont absolument pas capables de poser les gestes nécessaires. Mais lui, il n'ira pas jusqu'au bout du raisonnement pour dire ça. Qui? Colomb. Colomb. Il ne le dira pas publiquement, mais il agit. Ouais. Et il retourne à Lyon pour prendre le contrôle de la situation Mais sur à le quel plan moment local. on va en avoir un qui va le dire? À quel moment? C'est dur à dire, hein? Mais il faut surveiller ça. Mais de toute façon, ça va arriver, c'est juste une question de temps. Oui. Puis, je te dirais même que c'est désormais une question de peu de temps. Parce que la situation atteint... C'est là que ça bascule pour Macron. C'est là que ça bascule pour Macron. OK? C'est majeur, là, ce qui est en train de se passer. Parce que ça va être, gars, c'est de la trahison, c'est un globaliste. À un Ben moment donné, tout tombe, tout sort. Tout tombe. Comme me disait ma mère, Alors, tout se déclare. OK. Dernier sujet rapide là, qu'on va régler, qu'il faut mentionner, c'est l'Italie. L'Italie qui vient d'annoncer, le nouveau gouvernement... Mi piace. OK, qui vient d'annoncer que son déficit pour les 3 prochaines années va se situer aux alentours de 2,4 %. C'est complètement hors des balises fixées par l'Union européenne. 2,4, oui. Oui, et ça promet un affrontement majeur avec l'Union européenne. Il y a juste une chose, entre la Grèce et l'Italie, il n'y a pas photo. Parce que la Grèce, on pouvait se dire à la rigueur que, bon, si la Grèce passait pas par les fourches caudines, on arriverait à l'évincer. Mais on ne peut pas le faire dans le cas de l'Italie. Son économie est trop grosse et elle est trop intégrée à celle de l'Europe. Oui, puis pas rien que ça, il y a une culture quand même, hein, Ouais. qui résiste au globalisme, puis ça a à voir avec une manière de faire des Italiens qui... Il y a toujours quelque chose qui échappe à Tu vas avoir le meilleur la réglementation de l'État. Tu vas avoir le meilleur exemple. L'Italie est le pays du monde qui a su le mieux résister à l'assaut des fast-foods américains. Ah oui, c'est un élément très fondamental, c'est un culturel. indicateur. Exact, c'est un indicateur. Voilà. OK? Oui. Alors bon, là-dessus, de toute façon, André nous fait des signaux désespérés que les piles Les batteries sont en train de lâcher. On a épuisé batteries. Alors, on vous souhaite une bonne semaine à tous. On vous remercie. On vous rappelle que c'était l'édition du mercredi 3 octobre 2018 de Point de bascule et on espère bien vous revoir la semaine prochaine. Ciao!